Salut à tous, j'espère que vous allez bien, hein, je range mes lunettes, j'espère que les ancêtres ont bien veillé sur vous, et là on va parler d'arnaque. Comment les politiciens se font arnaquer? En fait, ils sont avides, et je vais illustrer ça par une petite histoire. Alors, il était une fois... Top, on arrête. Juste une chose, faut savoir que cette histoire, ça s'appelle les avions renifleurs. C'est une affaire qui a été très connue à un moment. Les gens qui se sont fait arnaquer, bon, c'est bien foutu de leur gueule quand même. Et il y a un président dans le lot. Et ce système, cette arnaque, bah, ça ne marche que grâce à l'avidité des gens. L'histoire, elle est focalisée sur une machine qui permettait de détecter les gisements de pétrole. Alors comment un président de la République, des hommes d'État, et puis une grande compagnie pétrolière, c'est-à-dire Elf, tous ces gens-là se sont fait avoir? C'est ça que je vais te raconter, dis donc. Alors, faut retenir une chose, c'est que chez Elf Aquitaine, eh ben, il y avait énormément d'espions. Des anciens de la SDE, CE, c'était l'ancienne DGSE. Donc, bah, il y en avait énormément là-bas, hein. Enfin, énormément, je sais pas, hein, mais il y en avait beaucoup. C'est un élément qu'il faut retenir pour la suite de l'histoire. Donc, en 1976, il y a deux inventeurs géniaux. Non, enfin, je rigole. Le premier des inventeurs est Aldo Bonassoli. Il est passionné de sciences, d'électronique, etc. Hein. Le second, c'est Alain de Viljas, un aristocrate. Donc lui, il a un diplôme d'ingénieur, mais bon, il a des petites idées un peu bizarres. Ouais, parce qu'en 2000, il pensait que des extraterrestres allaient tous nous sauver. Du coup, on est en 2020 là. Ouais. En fait, ces deux mecs sont associés depuis les années 60 et ils prétendent que leur invention permet de détecter les nappes phréatiques. Voilà, c'est possible, mais ils n'ont jamais réussi à le prouver, ça. Donc un jour, ils intéressent un industriel italien. Et cet industriel va les financer, il est intéressé par leur invention. Cet industriel est membre de la loge P2, une loge maçonnique, proche pro-maçonnique, c'est dans ces eaux-là. On dira maçonnique-like, c'est comme la franc-maçonnerie, mais pas vraiment la franc-maçonnerie. Je pense que c'est ça. Et donc ce mec les finance. Voilà, il les finance bien. Et donc encouragé par ce petit succès, enfin non, ce grand succès quand même, donc Aldo Bonassoli se dit que ça détecte pas forcément que de l'eau, mais tous les liquides, et peut-être le pétrole aussi. Eh oui, tu sens qu'on avance dans l'histoire, En fait, les compagnies pétrolières, avant de lancer des forages, elles doivent faire des études géologiques. Et c'est extrêmement coûteux. Donc c'est sûr que l'invention peut être intéressante pour des compagnies pétrolières. Parce que là, il y a juste à survoler et hop, tu sais s'il y a du pétrole. Bon, honnêtement, personne ne sait comment cette machine fonctionne. Mais il y a un mec qui est convaincu. C'est un avocat français. C'est Maître Violet. Maître Violet avait un rôle dans les services secrets français. Donc son activité consistait à monter des opérations de subversion dans les pays communistes. Il était également proche du Vatican, d'ailleurs dans l'opération Pax, qui servait à aider les églises qui se trouvaient dans les pays communistes durant la guerre froide. Enfin, les églises, les communautés religieuses plutôt. Ces opérations étaient financées par les services secrets français. Et il est un des agents les mieux payés jusqu'à ce que, en 1970, Georges Pompidou le vire. Donc en fait, Maître Violet fait connaissance avec Bonassoli et Viljas par l'intermédiaire de l'industriel italien qui fait partie de la loge P2, et lui, Maître Violet, il fait partie d'une loge maçonnique qui aide, en même temps il a aidé le Vatican, donc voilà, tout ça se mélange, tac tac tac. Et lui, Maître Violet, décide de le présenter à des gens importants. Donc il les présente à Antoine Pinet, ancien président du Conseil, et à un autre, c'est le patron de l'UBS, Union des banques suisses. Donc c'est Maître Violet qui leur vend un peu la tambouille, et ensuite il va leur présenter une autre personne. Et cette personne, c'est Pierre Guillaumat, c'est le patron de Elf. C'est un ancien des services secrets pendant la Seconde Guerre mondiale. Il va écouter ces inventeurs, les deux inventeurs, et Maître Violet, simplement parce qu'il sait que les inventeurs ont déjà rencontré le président du Conseil, et ils ont rencontré également le président d'UBS. Donc c'est pour ça qu'il aura une oreille attentive. Si c'était des gars lambda, il les aurait jamais écoutés. Mais comme il a la validation de d'autres personnes, eh ben ça le rassure. Donc pour cette première partie, on a vu que
le fait d'être déjà validé par d'autres personnes de leur réseau facilite l'introduction de cette future arnaque. Comme ces mecs-là se connaissent tous entre eux, et ils se font confiance entre eux, bah c'est plus facile de les arnaquer. Et du coup, pour un arnaqueur, le fait d'être déjà dans la place, ça permet d'avancer. Donc le fait que tout ce beau monde se connaisse, se côtoie, et surtout se fait confiance, fait que ils peuvent se faire manipuler, tout comme vous et moi. Donc Pierre Guillaumat est pas fou. Il sait très bien qu'il il faut des preuves. Hein, il va pas donner de l'argent comme ça. Donc, malgré tout, ils font voler un avion au-dessus d'un site que les ingénieurs d'Elf connaissent. Et là, c'est un sans faute. Je veux dire que le détecteur détecte tout. Je veux dire qu'ils savent exactement où se trouve chaque gisement, sans aucun problème. Nickel. À ton avis, comment ils ont fait? Allez, réfléchis 2 secondes. Hein, on se donne un petit temps, comment ils ont fait? Je te donne 10 secondes. 1, 2, j'ai menti. Eh bien, chez Elf, hein, eh ben, il y a une taupe qui leur a livré les plans exacts des gisements. Donc ça veut dire que chez Elf, il y a des gens qui voulaient absolument que cette arnaque, enfin je veux dire, cet appareil fonctionne et que Elf paye. Je te rappelais au début de la vidéo que je te disais qu'il y avait beaucoup d'agents secrets et que Maître Violet était un agent des services secrets français. En l'occurrence, à ce moment-là, c'est ex-agent des services secrets français. Donc, vu que l'expérience a fonctionné, le président d'Elf, il signe le contrat. Un contrat avec une société créée par les 2 inventeurs, une société qui est basée au Panama. Mais celui qui va diriger, c'est Maître Violet. Et donc, ils vont avoir 270 millions d'euros qu'ils trouvent ou pas du pétrole. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'obligation de résultat. Ah ouais. C'est simplement pour leur permettre d'effectuer leur recherche d'améliorer leur système. Bien sûr, comme Elf, à l'époque, appartenait à l'État, ils ne pouvaient pas faire ça sans l'aval du président. Donc Valéry Giscard d'Estaing a émis son feu vert pour ça. C'est-à-dire qu'il a donné son accord pour verser les 270 millions d'euros. Et il préférait garder ça secret parce que ça pouvait avoir des implications militaires. Et donc nos compères s'achètent une flotte d'avions, dont un 707, et ils travaillent à fond sur leur projet, ou ils font semblant à mon avis, vu que c'est une arnaque. Et ça marche tellement bien qu'ils ont un 2e contrat. Le 2e contrat, il est aussi validé par le président de la République, Valéry Giscard d'Estaing, et par son Premier ministre, Raymond Barre. Entre-temps, il y a un changement de président pour Elf, et ça change rien. En 1978, ils ont un 3e contrat. Et là, en fait, ils ont l'autorisation de l'État pour prendre un crédit auprès d'UBS. Je rappelle qu'UBS était dans le coup depuis le début. Pour ceux qui n'ont pas compris, les millions qui sont payés, c'est avec notre argent. C'est l'argent des citoyens français. Il ne faut pas l'oublier, c'est fait parce qu'ils obtiennent des résultats. À chaque fois qu'ils font tester leur machine, ils ont à chaque fois des résultats probants. Et ils détectent les gisements qui sont déjà détectés. Ouais, parce que les ingénieurs confirment par la suite. Il y a eu un test au golfe du Lion et les avions, l'avion renifleur, a détecté 11 gisements, comme ce qu'avaient détecté aussi les ingénieurs de chez Elf. Donc c'est pour ça qu'ils leur versent de l'argent, c'est parce qu'ils ont des résultats truqués, parce qu'on leur passe les dossiers. Donc le nouveau président de Elf, Albin Chalandon, il se méfie un peu. Donc il envoie 2 jeunes ingénieurs pour tester, pour comprendre ce que c'est vraiment l'appareil là, parce que y a des trucs bizarres. Et donc les inventeurs leur expliquent aux 2 jeunes, mais les physiciens n'y comprennent rien. Mais que dalle. Et donc, ils disent, comme c'est des jeunes, c'est normal qu'ils comprennent rien, ils n'ont pas l'expérience. Voilà. Faut se dire que grâce à ces petits jeunes, quand même, il y en a pas mal qui commencent à s'inquiéter. Est-ce que c'est pas une arnaque? Est-ce qu'on n'est pas en train de se faire avoir? Ça n'a pas de conséquences sur l'instant, mais ça fout le doute. C'est ce qu'on appelle un petit virus mental. Ils ont foutu le doute, du coup maintenant le doute se propage. Bon, au printemps 1979, il y a une expérience qui est faite à l'intention du président de la République, mais aussi pour le ministère de l'Industrie et pour la direction de Elf Aquitaine. Donc le président assiste à la démonstration, et tout le monde est enthousiaste, les inventeurs sont enthousiastes, ça se passe... nickel, il n'y a pas de souci. Ouais, il n'y a pas de souci. Et plus tard, après que l'affaire ait éclaté,
il y a une note du président de la République de l'époque, Valéry Giscard d'Estaing, où il note qu'il a des doutes sérieux sur l'invention et qu'il a peur que ce soit une escroquerie. Donc je pense qu'après cet événement, il y a eu beaucoup de gens qui avaient le doute dans la tête et ça a précipité les choses. Ouais, parce que le ministère de l'Industrie a demandé à Elf de geler les versements. C'est qu'ils ont vraiment, c'était plus que des doutes. Pour eux, c'était une arnaque. Et donc les deux inventeurs disent si vous avez des doutes, on va vendre l'invention à des concurrents. Elf ne cède pas, et d'autant plus que en Afrique, les avions renifleurs ont détecté des gisements qui n'existaient pas. N'ont pas donné des bons résultats, n'ont pas donné de résultats du tout. Enfin si, des mauvais résultats. Ce qui fait que Elf a perdu des centaines de millions. Et ça a commencé à intriguer la Cour des comptes. Donc le professeur Horowitz, à la demande du ministre de l'Industrie, professeur Horowitz, c'est un professeur du CEA, c'est quelqu'un de connu, donc lui va tester la machine. Donc ce que fait Bossaloni, c'est qu'il fait comme d'habitude pour sa démonstration, il met un objet derrière un mur et l'appareil doit le détecter. En général, c'est une règle, et là, il a mis sa règle derrière le mur pour détecter cette règle, pour qu'on puisse le voir grâce à l'appareil. Donc le professeur Horowitz suit la démonstration de A à Z, et jusqu'à la fin tout se passe bien, et Bonassoli est super content de sa démonstration. Sauf que le professeur c'est un malin. Ce qu'il a fait le professeur, c'est qu'il a tordu un peu la règle, juste pour la démonstration. Quand ils ont vu la photo, l'image qui était derrière le mur, la règle, au lieu d'être tordue, elle était droite. La supercherie, elle fonctionne plus. Parce que ils s'aperçoivent que Bonassoli a mis une photo de la règle droite dans son appareil. Donc là, ils s'aperçoivent que c'est une arnaque. Bon, maintenant qu'ils ont réalisé qu'ils se sont fait berner, leur souci c'est de récupérer l'argent et surtout que personne ne sache qu'ils se sont fait enfiler. Et là, ça va être dur. Pas de bol, il y a un rapport de la Cour des comptes qui sort, et ils disent bien que il y a eu du laxisme, du foutage de gueule de la part de Elf et de la part des pouvoirs publics. Ils s'en foutent, c'est pas leur argent. Donc le Premier ministre de l'époque, Raymond Barre, demande à être le seul destinataire du rapport. Mais malheureusement, Pierre Péan, un journaliste, va tomber sur ce rapport. Et en 1983, le Canard enchaîné va publier cet énorme scandale. Alors le président Valéry Giscard d'Estaing et Raymond Barre vont dire que c'est des manipulations politiques, que ce sont de fausses rumeurs, des rumeurs et des calomnies, que les gens rabaissent la France de cette manière. Donc ils essayent tous de, d'étouffer l'affaire. Et le président Mitterrand va faire en sorte que le président précédent, Valéry Giscard d'Estaing, ne passe pas devant la commission d'enquête du Parlement. Bon, du coup, au niveau politique, il n'y a rien eu, il n'y a pas eu de soucis, circuler, il n'y a rien à voir. Est-ce que le pognon, la thune, le pèse, le flouze a été récupéré? En fait, il y a plusieurs centaines de millions qui n'ont jamais été récupérés. Ça veut pas dire qu'ils n'ont pas servi, En fait, à qui ça a pu servir tout ce pognon? Donc en fait, moi je me range du côté de la thèse des groupuscules élitistes qui se sont emparés, qui ont monté cette escroquerie, parce que je pense qu'ils ont tout de suite calculé que l'invention, c'était une arnaque. C'était une arnaque, mais ils s'en sont servis pour justement financer leurs propres actions. Vous avez vu au tout début de la vidéo, il y a des liens entre différentes loges pseudo-maçonniques, des gens qui défendent le Vatican, des gens qui ont des intérêts industriels, etc. Tout ça se mélange. Ils ont chacun des agendas un peu différents, mais ils se mettent d'accord pour récupérer l'argent, pour financer leurs propres opérations. Parce que je peux pas croire que ces gens-là aient vraiment cru que l'invention fonctionnait. D'ailleurs, je vous rappelle que chez Elf, il y avait des gens qui passaient les dossiers, les plans des gisements, justement, pour faire semblant, pour justement faciliter cette arnaque. Et il y a eu d'autres opérations dont je parlerai dans d'autres vidéos, où on retrouve les mêmes noms, on retrouve les mêmes groupes. Pour eux, l'invention, elle ne servait qu'à arnaquer certaines personnes pour récupérer de l'argent uniquement. Quant aux deux inventeurs, je pense sincèrement qu'ils n'étaient pas dans la combine, ils pensaient vraiment que
leur système allait fonctionner par la suite ou pas. C'est pas important. Ce qui nous intéresse, nous, ce sont les gens qui sont derrière, les gens qui manipulent pour s'accaparer l'argent, pour s'accaparer du pouvoir. Honnêtement, les deux inventeurs, hein, ce qui leur est arrivé, on s'en fiche un peu, c'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse là, c'est que des groupes, des gens ont pu manipuler tout le monde pour récupérer de l'argent, pour augmenter leur pouvoir, pour diminuer le nôtre, et que ce genre d'arnaque, celle-là, cette arnaque, l'arnaque, l'escroquerie des avions renifleurs, là on l'a su. Mais toutes celles qu'on ne connaît pas. Ce que je veux vous faire comprendre dans cette vidéo, c'est que même les gens puissants, les gens intelligents peuvent se faire manipuler, peuvent se faire retourner, peuvent se faire influencer. Ce qui est arrivé au président Valéry Giscard d'Estaing, ça peut arriver à n'importe quel président, n'importe quel chef d'entreprise. Vous comprenez que c'est pas une question d'intelligence. Ce que nous montre cette histoire, c'est que des liens existent entre différents groupuscules et que des politiciens peuvent se faire manipuler. C'est les deux éléments qu'on rencontre dans cette histoire, qu'on comprend dans cette histoire. Parce que ces groupes ont des agendas qui ne sont pas les nôtres. Et dans notre position, c'est un peu la même chose qu'un navire qui regarde au loin un iceberg. On voit qu'un petit bout de l'iceberg, tout le reste est sous les eaux. En 1996 aux États-Unis, il y a eu aussi une arnaque sur un faux détecteur, hein, ça a été dénoncé par un jury américain. En 2001 aussi, il y a un Britannique qui a essayé de loser plusieurs personnes. En 2008, il y a des policiers belges qui découvrent en fait une arnaque. Hein. C'était censé être un détecteur pour des substances illicites et de la drogue. Et en fait, ça marchait pas. Et c'était homologué par l'ONU. Alors en 2014, les services irakiens, hein, pour détecter les bombes, les engins explosifs, etc., ils ont dépensé 40 millions. Sauf que l'équipement ne fonctionnait pas. Ça donnait rien du tout. C'était du bidon. Ce sera pas la première fois, ce sera pas la dernière. Donc c'était juste pour vous montrer, pour vous faire comprendre qu'il n'y a pas que le peuple, il n'y a pas que les gens lambda qui sont manipulés, qui sont influencés, il y a aussi les grands de ce monde. J'espère que cette histoire vous a plu, n'hésitez pas à regarder d'autres vidéos, hein, et surtout, serrez les rangs et restez unis.